Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler médias, parce qu'on aime parler pour ne rien dire, comme diraient certains dans les commentaires. Je vais le faire à chaque fois, chaque début de Medialist ou Top Flop Audience, ça. Top et Flop Audience TV du 30 novembre, c'est-à-dire de la semaine dernière, vous en avez l'habitude. N'hésitez pas déjà, dès maintenant, à vous abonner à la chaîne. Je sais que je martèle régulièrement, mais c'est important. Abonnez-vous à la chaîne. Bon, le pouce bleu, c'est si à la fin de la vidéo ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas également de réagir dans les commentaires, de me dire si vous avez ce que vous avez regardé à la télévision, tiens, puisque vous avez pensé de la télévision sur la semaine dernière. Ça m'intéresse toujours. On va commencer par les tops, et les tops ça commence lundi avec M6, L'amour est dans le pré, je vais réussir à démarrer. Avec Karine Le Marchand, c'était la fin de l'aventure pour les agriculteurs qui ont nécessairement pas tous trouvé l'amour. 4 161 000 téléspectateurs, 16,7% de part de marché, ça fait 24,7% sur les ménagères, malgré une grosse concurrence. On reviendra sur cette concurrence parce qu'il y en a certains qui n'ont pas réussi à fonctionner. Mais il y avait Bodyguard par exemple sur France 2 qui fait des bonnes audiences, et puis il y avait des films également sur la TNT, il y avait Star Wars sur TMC, donc voilà, il y avait quand même beaucoup de gros programmes. Donc ça a plutôt bien marché. L'amour est dans le pré a quand même fait une année plutôt intéressante, entre 3,5 millions et donc là 4 millions pour la fin de saison. C'est pas non plus à se taper le cul par terre au niveau des audiences. Ça peut marcher également sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même aussi signe que peut-être que le programme s'essouffle, peut-être que là. Je sais que cette année ils avaient beaucoup parlé, ils avaient beaucoup communiqué sur la nouvelle manière de parler des histoires, la nouvelle narration, voilà, je vais réussir à trouver le terme. Peut-être que ça n'a pas totalement convaincu, et puis ils sont tombés quand même sur une période où il y a beaucoup plus de concurrence qu'en juillet-août. Normalement, L'amour est dans le pré, c'est juillet-août, là ils ont dû décaler pour cause de Covid, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec une concurrence bien plus importante en septembre, octobre, novembre, qu'en juillet-août, donc ça a eu des conséquences également sur les audiences. Après, ça a quand même fait des bons scores, ça reste en tête des audiences. Moi, c'est un programme que je n'apprécie pas. Je vous l'ai dit déjà plus d'une fois, c'est que je me demande comment ils font les castings pour trouver des agriculteurs de ce type-là. Parce que moi, j'habite dans un camp de campagne et j'ai jamais vu d'agriculteurs comme ça. Donc, je me demande où ils les trouvent. Mais voilà. Après, pour moi, ça reste de la télé-réalité. Donc, j'apprécie pas la télé-réalité. Donc, après, s'il y a des gens qui apprécient la télé-réalité, bon, qu'ils y aillent dessus. C'est quand même un programme qui, je pense, est quand même moins pire que d'autres. Mais ça reste quand même dans le négatif pour moi. Vendredi, France 2, César Wagner qui a fait top 2 au niveau des audiences, 4 902 000 téléspectateurs. Cette semaine, c'était un inédit, parce qu'on m'avait bien marqué dans les commentaires que c'était une rediff. Ça a fait un bon score face à Koh-Lanta. C'est une nouvelle marque. On sait qu'il y a quelques marques qui s'arrêtent, comme les meurtres d'Agatha Christie. Bon, il y aura peut-être une équipe qui va arriver, mais c'est quand même une marque qui est plutôt en train de s'arrêter. Candice Renoir, on en est quand même déjà à la 8e saison, donc on s'attend à ce que ça s'essouffle à un moment et qu'il y ait une perte d'audience, ça serait totalement légitime. Donc il faut que France 2 trouve des nouvelles marques pour le vendredi soir, dans ces fameuses séries du vendredi soir. Et César Wagner, ça a l'air d'être un programme qui plaît aux téléspectateurs, donc belle trouvaille du côté de France 2. Et voilà, ça fait une bonne audience, surtout qu'en face, comme je vous l'ai dit, il y avait quand même un mastodonte, c'était TF1, c'était Koh-Lanta, qui a fait un très gros score, Koh-Lanta, avec une finale top 1, 6 319 000 téléspectateurs, 28,5% de part de marché en audience. Mais alors les chiffres dans certaines catégories sont juste incroyables. 44% sur les femmes, 57% sur les 4-14 ans, 53% sur les 15-24, 54% sur les 15-34. Autant vous dire que ça attire totalement les jeunes. C'est toujours important au niveau de la publicité d'attirer les jeunes, parce que pour les produits d'informatique par exemple, pour même certains produits de beauté, pour les pasta box par exemple, pour les produits pour les fast-food, on s'intéresse plus à ce type de public-là qu'à des publics plus âgés. Donc c'est toujours très intéressant. Et puis voilà, c'est un score tout à fait honorable avec Koh-Lanta qui, contrairement à d'autres années, cette année a été très suivi et très suivi dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu
très peu d'érosion d'audience entre le premier épisode et le dernier épisode, ce qui parfois arrive, où on a une grosse érosion d'audience. Là, les gens sont restés attentifs au programme. Il y a eu des très bonnes réactions également sur Twitter. C'est toujours important également pour TF1 qu'une marque comme Koh-Lanta soit présente sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier. Donc on a énormément discuté de Koh-Lanta pendant toute la durée de la compétition. Il y a eu Bertrand Kamal, Bertrand Kamal, je vais y arriver. Un petit peu compliqué ce début de vidéo, qui est décédé, et je pense que ça a entraîné encore une fois des discussions sur le programme, et ça a médiatisé le programme. Les gens sont restés jusqu'au bout, ce qui est très intéressant de la part de TF1. Prochaine saison de Koh-Lanta qui sera en France, on verra si ça marchera aussi bien qu'à l'étranger, parce que ça pourrait donner des idées à TF1 pour que ça coûte moins cher, parce que Koh-Lanta reste un programme qui est onéreux. Le fait d'embarquer une équipe de tournage pendant 50 jours à l'autre bout du monde, où il faut créer des infrastructures pour les équipes de tournage, ça reste un programme très coûteux. Il y a énormément d'heures de montage pour sortir une dizaine d'émissions, donc ça c'est un boulot monstre. Voilà. Donc ça coûte cher, mais ça rapporte beaucoup d'argent pour TF1, donc c'est intéressant pour la chaîne. Et puis je termine avec un programme qui a dû coûter peut-être moins cher cette année que les années précédentes. C'est samedi sur TF1, les Energy Music Awards. Alors, numéro 2 au niveau des audiences, numéro 1 au niveau des cibles commerciales, 5 92 000 téléspectateurs, 22,3% de part de marché. C'est plutôt des scores intéressants pour les Energy Music Awards, qui ont profité du fait qu'en face c'était le Téléthon. Bon, ils ont quand même fini derrière une rediffusion de Commissaire Magellan. Mais pourquoi je dis que c'est intéressant de la part de TF1, c'est que je rappelle que ce programme-là coûte peu d'argent à TF1, vu qu'il y a une coproduction avec Energy. Energy paye énormément en fait pour les Music Awards. TF1, ça leur coûte très peu d'argent ce programme-là, et que cette année, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des meilleurs retours. On s'est moins plaint des problèmes techniques que d'habitude sur Twitter. Il faut savoir que les Energy Music Awards, c'est la cérémonie avec le plus de problèmes techniques, et cette année, j'ai l'impression que ça a été un peu moins le cas que les années précédentes. Alors, les gens se sont quand même plaints des applaudissements et des rires forcés qu'on a rajoutés en post-prod, mais c'était quand même un peu mieux que d'habitude. Je vous rappelle que c'était pas en direct cette année, les prestations étaient enregistrées, toutes les prestations étaient enregistrées. Alors, il faut savoir que les Energy Music Awards, il y a déjà eu des prestations enregistrées. Indochine, par exemple, à une époque, avait dû enregistrer sa prestation parce que c'était du playback. Donc là, c'était un peu mieux que d'habitude. Après, ça reste les Energy Music Awards. C'est-à-dire que les gens qui se plaignent, par exemple, que Squeezie, parce que j'ai vu ça dans mes commentaires du Téléthon et je l'ai rappelé, les gens qui se plaignent que Squeezie a un prix de révélation de l'année ou que Matt Pokora ait encore plein de prix, je rappelle, c'est Energy Music Awards. C'est pas les meilleurs artistes de l'année 2020. Donc, foncièrement, faut que ça soit des artistes qui soient liés à Energy. C'est pour ça que vous voyez plus Mylène Farmer, que vous voyez pas certains DJ parce qu'ils sont liés à Fun Radio ou à Radio FG. Forcément, avec Energy, tu sais que tu vas avoir de la soupe, tu t'attends pas à de la surprise. Donc oui, t'as de la soupe. Bon, t'as ce qui se vend aussi, c'est-à-dire que Maître Gims ou ce genre de choses, ça se vend actuellement. Après, Dua Lipa, ça se vend. Squeezie, ça s'est vendu. Moi, je considère que c'est pas top. Après, voilà, c'est Energy Music Award, donc faut pas s'attendre à avoir de la grande musique. C'est pas les victoires de la musique. Ça me fait plus chier, par exemple, quand Jul a un prix aux victoires de la musique, parce que ce sont des victoires de la musique. C'est normalement le top du top de la musique francophone. Là, quand c'est l'Energy Music Award, c'est quand même dans l'histoire de cette cérémonie de prix, celui qu'on a gagné le plus, c'est Matt Pokora, et entre autres, c'est Jennifer. Bon, voilà, ça te donne un petit peu le niveau de cette cérémonie. C'est de la variété, quoi. C'est pas de la grande qualité musicale. Il y a peu de rock au Energy Music Award. Moi qui aime le rock, je m'attends pas à retrouver du rock sur l'Energy Music Award. Donc voilà, faut aussi être raisonnable, on va dire. Après, est-ce que Squeezie a un prix? C'est absolument ridicule, mais c'est l'Energy Music Award. Donc Energy met en avant ses artistes. Ça a toujours été comme ça. Donc ça me fait marrer qu'en 2020, il y a toujours des gens qui soient étonnés de ça et qui se plaignent de ça, parce que c'est tout le temps le cas. Flop, lundi, TF1, rediff, c'était Coup de foudre sur un air de Noël avec Laetitia Millau. Bon, on s'attendait pas à ce que ça fasse un carton, et ça n'en a pas fait un. Très clairement, avec 3 96 000 téléspectateurs, 12,5% de part de marché.
Top 3 au niveau des audiences. Bon, que dire, ça avait déjà pas fait un carton, je crois, lors de sa première diffusion. Ça a fait téléfilm à l'eau de rose de M6. C'est incroyable qu'on soit pas capable de faire mieux que ça. Parce qu'il y a des comédies romantiques qui sont très bien réalisées, hein. On n'est pas obligé de faire des films à l'eau de rose un petit peu cucu et gnangnan. Donc là, ça ressemblait à un téléfilm de M6, quoi, hein. Très clairement, quand vous voyez des extraits, ça ressemble au téléfilm de M6 ou de TF1 l'après-midi. Donc en journée, c'est normal que ça fasse pas, en soirée, c'est normal que ça fasse pas un carton, pardon. Lundi encore, France 3, 120 battements par minute, le film qui a obtenu plein de Césars. C'était l'année dernière ou cette année ? C'était l'année dernière, 120 battements par minute, hein. Sur la création de Act Up. 1 178 000 téléspectateurs, 5,4% de part de marché, numéro 5 au niveau des audiences. C'est ce qu'on appelle un petit peu un accident industriel en termes d'audience, même pour France 3, parce que France 3, un lundi soir, est capable normalement de faire un peu mieux que ça quand même avec des documentaires. Moi, j'ai été surpris quand j'ai entendu déjà très tardivement que ce film allait être diffusé, et quand j'ai vu, c'est France 3 qui le diffusait. Pour moi, c'est pas un film France 3. C'est pas un film pour France 3, c'est un film pour d'autres chaînes, mais pas France 3. C'est-à-dire que pour France 2, oui, pour France 5, Arte, France 3, c'est une chaîne quand même plutôt de personnes âgées. Donc Act Up, ils s'en branlent la nouille, très clairement. Et puis, donc pour moi déjà, c'est pas la bonne chaîne. Il y a eu peu de promos autour de ce film, sur la diffusion de ce film. Donc moi, j'étais pas au courant que c'était diffusé. J'étais au courant au dernier moment que c'était diffusé sur France 3, 120 battements par minute. Et puis après, les gens qui l'ont vu l'ont déjà vu au cinéma. C'est-à-dire que 120 battements par minute, si t'es un fan de cinéma, pour regarder ce type de film, il faut être vraiment fan de cinéma, je pense. Faut regarder les Césars, il faut se dire « Ah oui, tiens, c'est un film intéressant ». C'est un peu un film d'auteur. Les films d'auteur, ça se regarde au cinéma, ça se regarde pas à la télé. Et donc, les gens qui l'avaient déjà vu, ils l'ont déjà vu au cinéma, et je pense qu'ils préfèrent le voir au cinéma parce que grand écran, parce que sono de dingue, que devant leur petit écran de télévision avec une sono Samsung. Voilà, faut être raisonnable. Et je pense que 120 battements par minute, ils l'ont diffusé beaucoup trop tôt par rapport à la première diffusion du film, ce qui fait que c'est pas un événement. C'est-à-dire que si vous diffusez ce film-là au bout de 4-5 ans, après sa première diffusion au cinéma, là, ça impacte. Là, c'était un peu trop tôt. Et puis, je suis même pas sûr qu'il ait fait un carton au cinéma, 120 battements par minute. On en a beaucoup entendu parler parce qu'il a remporté le César, parce qu'il part d'un sujet, la création d'Act Up, qui crée toujours un petit peu la polémique, qui fait jaser, on va dire, crée la polémique, qui fait parler. Voilà, c'est un sujet qui fait parler plutôt. Et c'est normal qu'aujourd'hui, 1 an après, le soufflet est retombé. Je me pose vraiment la question de pourquoi France 3 a diffusé ce film, et je suis à moitié surpris, quand tu réfléchis après coup, que ça ait fait un four, parce que je pense que c'était pas la bonne chaîne, c'était pas le bon moment, et il fallait pas non plus s'attendre à faire un carton avec ce film-là, très clairement. Mercredi, TMC, Malik Bentala, le spectacle de Malik Bentala, encore. Oui, c'est le titre, hein, encore, et encore parce qu'il avait déjà été diffusé sur TF1, et ça avait déjà fait un four sur TF1, si vous vous en souvenez. Je sais plus quand ça avait été diffusé, je crois que j'en avais déjà parlé dans un top et flop audience, donc ça devait être au mois de juillet, vous l'avez déjà diffusé. 381 000 téléspectateurs pour TMC, 2% de part de marché, 15e au niveau des audiences. Plusieurs problèmes déjà avec ce programme. Premièrement, ça a déjà été diffusé il n'y a pas si longtemps que ça sur TF1. Donc ça, si tu l'as déjà vu sur TF1, tu vas pas te le retaper sur TMC. Tu l'as déjà vu une fois, tu vas pas le retaper 150 fois, et surtout à une période aussi courte. Donc pourquoi faire une rediffusion aussi proche ? Ensuite, Malik Bentala, c'est quand même un proche de Jamel, Copy Comics. Et il y a beaucoup de gens qui, je pense, pensent que Malik Bentala ou d'autres n'écrivent pas leurs sketchs. Même si ça n'a pas été prouvé par Copy Comics, même si c'est, je pense, pas forcément vrai. Du côté de Malik Bentala, il n'y a pas la preuve, donc pour moi, c'est pas vrai. Mais voilà, il y a eu Copy Comics, je pense, ça a fait beaucoup de mal, parce que on a beau dire, mais Blanche Gardin avait fait 1 million de téléspectateurs, donc c'est pas un problème avec les one-man shows. Blanche Gardin a fait 1 million de téléspectateurs, Chantal Latsou a fait aussi un très bon score sur C8 cette même semaine.
Donc c'est assez incompréhensible de voir que Bentala ne fait que 2% de part de marché. Je pense qu'il y a ces deux phénomènes-là. Premièrement, une diffusion il n'y a pas si longtemps que ça sur TF1, mais ça avait déjà fait un flop sur TF1, et je pense qu'il y a le fait qu'il est proche de Jamel, et que Jamel a été chopé par Copy Comics, qu'il y a des proches de Jamel qui ont été chopés par Copy Comics. Gad Elmaleh est un proche de Jamel. Donc, et des gens qui ont fait le Jamel Comedy Club qui ont été chopés par Copy Comics aussi. Donc tu rajoutes ça, plus ça, plus ça, bah, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que pour Bentala, je pense qu'il souffre de tous ces paramètres-là. Si vous aviez eu Jérôme Commander, je pense que Jérôme Commander, il faisait millions. Sauf que c'est Malik Bentala. Donc voilà, il y a eu plein d'aspects différents qui sont responsables de ce mauvais score. Je termine avec vendredi et samedi le Téléthon. J'ai fait une vidéo spéciale au niveau du Téléthon, vous pouvez la retrouver sur les internets, je la mettrai dans la description. Donc je vais pas non plus en faire 10 tonnes sur le Téléthon, ça a fait des scores de merde. Pendant vendredi et samedi, voilà. Ce qui est quand même con, ça je t'en ai peu parlé dans ma vidéo, donc je vais le dire maintenant, c'est quand même con. Or, le principe de base du Téléthon, c'est que ce soit l'émission qui permette de faire des dons. C'est pas les événements en pleine nature, dans je sais pas quelle commune à la Bourboule ou je sais pas où, qui doivent ramener des dons. Normalement, c'est l'émission. Et donc, on a encore vu la mauvaise qualité des émissions et le fait que ça soit pas regardé, parce que le score du Téléthon, 58 millions d'euros, bah, tu t'aperçois que oui, personne ne regarde les 30 heures d'émission, et que s'il n'y a pas des événements à gauche, à droite pour ramener des sous, bah, le Téléthon ne ramène pas de sous. C'est quand même con. Or, le principe de base du Téléthon, c'est que c'est l'émission qui doit ramener de l'argent. Si l'émission ne ramène plus d'argent, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions du côté de la FM et du côté de France 2. Et si vous voulez plus de détails, vous regardez ma vidéo sur le Téléthon. Baromètre Access, tout de suite, n'oubliez pas les paroles en baisse, mais quand même au-dessus de TF1, mais on sent que le fait que ça soit plus les masters, ça a fait baisser un petit peu l'audience. Je vais être bloqué par YouTube, baisser l'audience de France 2, pardon, et de Nagui, mais qui reste quand même au-dessus de TF1, de Demain nous appartient, qui fait un peu mieux, mais c'est pas non plus un carton. Il y a toujours pas, ce qui est assez étonnant, c'est que leur série qui est avant Demain nous appartient, qui est donc le spin-off de Demain nous appartient, fait plutôt des très bons scores, mais ça fait pas locomotive pour Demain nous appartient, ce qui semble assez surprenant. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer. Si vous arrivez à l'expliquer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que moi je n'arrive pas à l'expliquer. Quotidien en légère baisse, mais toujours très fort. Objectif Top Chef qui reste très fort, avec un vendredi où ils ont fait, je sais plus, 2,6 millions ou 2,7 millions. Donc très fort du côté de l'Objectif Top Chef. C'est à vous, très irrégulier, entre 1,3 million et 1,7 million. Mais voilà, il y a eu vraiment des grosses variations pour cet à vous. Et puis TPMP au-dessus du million, donc c'est un peu mieux pendant toute la semaine. Mais ça reste quand même des scores très très loin de l'époque bénie de Cyril Hanouna sur C8. Il y a une érosion des audiences qui est tout à fait normale, puisque l'émission a déjà plusieurs années, que l'émission ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a quelques années, que je ferai peut-être une vidéo sur TPMP, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette émission au final, je trouve. Et ouais, c'est un peu compliqué quand même pour Hanouna depuis quelques temps, et c'est pas comme si C8 pourrait faire mieux en termes d'audience à cette heure-là, s'ils essayaient d'innover un petit peu et de prendre des risques, ce qu'ils n'essayent pas de faire depuis quelques années. Et il faudrait que C8 arrête de miser que sur Cyril Hanouna. Il y a d'autres animateurs qui peuvent être très intéressants pour TPMP. Bilan global, TF1, toujours une bonne moyenne. Même si il y a toujours cette difficulté des 3 premiers jours de la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, ils sont pas bons en termes d'audience. À partir du jeudi, Balthazar, ça va mieux, et puis ils finissent la semaine plutôt pas trop mal, sauf dimanche, avec Super Condriac. Donc la moyenne est bonne, mais ça reste, je trouve, très irrégulier au niveau des audiences et au niveau des programmes. France 2 et France 3 en baisse de 0,5 points, c'est l'effet Téléthon pour moi pour ces deux chaînes de télévision, parce que le Téléthon, les audiences sont tellement faibles que forcément quand vous êtes à 13,5, à 14 normalement, quand vous avez des audiences à 7 ou 4% de part de marché, forcément ça fait baisser énormément votre moyenne. M6 dans le même temps qui gagne 4 points, donc en très grande forme, 9,8%, quasiment les 10%, donc c'est les meilleures heures d'M6 depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps que la chaîne n'avait pas connu les 10%.
Puis du côté de la TNT, on a quelques variations mais qui sont assez mineures sur toutes les autres chaînes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télé, ça m'intéresse. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner, je l'ai déjà dit. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.